Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de nous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, la situation des étudiants nigériens en Tunisie reste toujours alarmante suite au communiqué hier du ministère des Affaires étrangères du Niger. L'association des étudiants et stagiaires nigériens en Tunisie a tenu à apporter des précisions. Détails avec Suleiman Ousmane. 24 heures après le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Niger sur la situation des ressortissants nigériens vivant en Tunisie, l'association des Nigériens étudiants en terre tunisienne donne sa version des choses et réaffirme ses propos sur les cas de violence exercés sur leurs camarades étudiants nigériens en Tunisie dont l'État nigérien a ignoré dans son communiqué. Nous avons été surpris de voir dans les communiqués qu'il s'est mentionné qu'il n'y a eu aucun cas d'agression physique au sein de la communauté nigérienne en Tunisie. Alors qu'on a vraiment informé, on a tenu à informer l'ambassade qu'il y a eu ces cas d'agression physique. Donc je ne sais pas si c'est la diplomatie qui impose à ce qu'ils fassent comme ça, à ce qu'ils disent voilà, qu'il n'y a pas eu. Je ne sais pas pourquoi ils le font, je ne sais pas pour quel objectif, mais nous tenons à réaffirmer qu'il y a eu vraiment 3 cas d'agression physique sur les étudiants nigériens en Tunisie. Donc nous ne faisons que notre devoir, celui de les informer de la situation de leurs ressortissants ici en Tunisie. Donc nous réaffirmons que voilà, il y a eu des cas d'agression. Il y a eu des cas d'agression et nous faisons ça, c'est pour alerter nos autorités à ce qu'ils prennent des dispositions pour protéger les étudiants nigériens en Tunisie. Le président de l'association des étudiants nigériens en Tunisie témoigne des actes racistes dont il est victime ce jour lundi 27 février 2023. Les discriminations et insultes à caractère raciste, ça continue toujours. Personnellement, moi j'ai été victime aujourd'hui ce matin en sortant pour me chercher quelque chose à manger. Nous avons été insultés. Avant-hier aussi, il y avait 2 de nos camarades qui ont failli se faire renverser par un conducteur qui l'a fait exprès. Donc c'est pour vous dire que dehors, vraiment, l'insécurité règne. L'insécurité règne et c'est une vérité qui est là. Il ne faut pas la cacher. Donc. Selon le président des étudiants nigériens en Tunisie, beaucoup des étudiants nigériens sur place ont déjà regagné le bercail et d'autres en attente pour se voir retourner au Niger dans leurs familles respectives le plus vite possible. A précisé que ce n'est pas la première fois que l'État du Niger, à travers le ministère des Affaires étrangères, donne la situation de ses ressortissants à l'étranger avec des contre-vérités. La grève de 48 heures lancée pour l'unité d'action syndicale UAS Niger pour exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces militants n'a pas été suivie dans le secteur du transport urbain. Une de nos équipes a fait le tour de la ville. Suivez le constat de Aïchatou Mamadou et Ibrahim Idi. Du matin jusqu'à la mi-journée de ce lundi 27 février, les véhicules servant de transport en commun urbain circulent largement et librement sur les différents axes de la ville. Seuls ou en file indien, sur les carrefours, rien ne présage ou démontre un arrêt de travail chez les conducteurs de taxi. Je viens de commencer le travail après avoir constaté que la grève n'est pas suivie. Je suis sorti parce que les propriétaires des taxis peuvent nous réclamer le versement. Nous, les conducteurs, nous ne sommes pas solidaires. Sinon, la grève nous concerne tous. Tout comme ces taximens, ce conducteur de minibus communément appelé Faba Faba parle de la non-cohésion entre eux, les conducteurs, et les syndicalistes. Sabilo kanse irgo goy edi taximane fatta fa bay zemo dubara bang fatto la grève parce que chacun est sorti pour travailler. Pourtant, le mouvement nous concerne tous car tout est cher. Le prix du gasoil a augmenté et nous payons chaque mois les numéros de portière. Nia dai kwara bo dai ngemo ni bay
À l'appel de la coalition des syndicats du secteur du transport et de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger UTAN, membres de l'unité d'action syndicale UAS Niger, ce premier jour de grève de 48 heures pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans un contexte de vie chère n'a pas été du tout observé. La grève observée ce jour par l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN à Niamey a impacté le secteur éducatif ce matin. Pratiquement, les élèves n'ont pas fait des cours dans les écoles. Constat est signé Souleymane Ousmane et Abdelaziz Jibril. La situation du reliquat des enseignants correcteurs du baccalauréat session 2022 reste toujours d'actualité et l'une des principales revendications de la FESES FPT Niger. À ce jour, ils sont nombreux les enseignants correcteurs qui attendent de devoir rentrer dans leurs droits après plus de 6 mois de la fin des examens du baccalauréat édition 2022. Le coordinateur de la FESES FPT Niger dénonce cet état de fait malgré les promesses tenues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le constat est amer. Malgré toutes les chansons qui sont en train d'être faites, que ce soit par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation, selon laquelle on accorde une place de choix à l'éducation. Nous disons que c'est juste un discours, c'est un discours politicien. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille, on peut dire que nous sommes à la veille de la session 2023, alors les reliquats de 2022 ne sont pas encore payés. Nous pouvons vous dire que, selon les informations que nous avons eues, les instructions ont été données pour payer ces reliquats. Mais jusque-là, du côté du Trésor, on n'arrive pas à mettre l'OBEX dans ses droits. Le directeur général de l'OBEX donne des précisions sur cette situation. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore en main les fonds. Nous avons un compte au Trésor et toute la procédure, une fois encore, est terminée. Donc nous attendons que d'un moment à l'autre, le Trésor nous appelle pour nous dire de venir prendre l'argent et payer ces correcteurs. Donc, à notre niveau, en tout cas, nous avons fait tout notre travail et nous l'avons fait même de concert avec les représentants des syndicats qui ont suivi pas à pas et qui étaient là tous les jours au niveau du service financier pour s'assurer que tout est en règle. La question des reliquats des bacs organisés depuis quelque temps date depuis 2016 à 2017. En 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur avait pris l'engagement de mettre fin aux reliquats des différents bacs organisés au Niger. Pour le bac 2022, ce sont 3720 enseignants correcteurs du baccalauréat qui sont concernés par cette situation. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey de l'atelier de validation de l'étude sur la revue de la stratégie nationale d'hydraulique pastorale et de son plan d'action. C'est le secrétaire général du ministère en charge de l'hydraulique qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Boubacar Amadou et Mamadou Jeli. Le Niger avait élaboré depuis 2009 sa stratégie nationale d'hydraulique pastorale assortie d'un plan d'action quinquennal qui est arrivé à échéance en 2020. Ce qui a nécessité sa révision et l'élaboration d'un nouveau plan d'action quinquennal à travers une démarche participative et inclusive. L'étude sur la revue de cette stratégie nationale et son plan d'action feront l'objet de validation au cours de cet atelier national. Une étude conduite par le projet régional d'appui au pastoralisme du Sahel PRAPS 2 avec l'appui de l'unité régionale de coordination du PRAPS SILS. Au vu de l'inclusivité en tout cas qui a prévalu tout au long de l'exercice concernant en tout cas cette étude importante, en lien avec l'implication des différents consultants mobilisés pour ça. Donc, nous ne doutons point en tout cas que les différentes conclusions et autres recommandations qui seront issues de ces assises-là vont nous aider en tout cas à mieux agir au profit des populations pastorales et agro-pastorales, en lien avec en tout cas les questions d'accès à l'eau au niveau de l'ensemble du territoire du Niger. La présente cérémonie témoigne
s'il en est besoin, l'intérêt que le CIRS porte à travers le PRAPS, à la synergie de nos actions, à travers la mobilisation de l'expertise de l'IRAM par l'IRC et de l'IXDEV par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ayant permis de conjuguer nos efforts et de mutualiser nos moyens. Cet engagement du gouvernement à assurer un accès durable à l'eau pour le développement du capital humain et celui de l'agropastoralisme par l'actualisation de la stratégie nationale est salué à sa juste valeur par le point focal des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement. L'actualisation de la stratégie nationale de l'hydraulique pastorale est une opportunité pour le développement de l'usage multiple de l'eau dans un contexte où l'accès à l'eau est onéreux, où l'accès à l'eau demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement. C'est aussi l'opportunité pour contribuer à la résolution des conflits entre les différents usagers de l'eau et à la maîtrise de la transhumance dont nous savons tous les implications sur le développement du pays et aussi les implications en termes d'impact en ce qui concerne les ressources environnementales dont dispose le pays. Cette revue, élaborée de façon participative, a pour vision un Niger où l'accès à l'eau de qualité suffisante est assuré de façon équitable pour tous les usagers de l'espace pastoral, dans la quiétude et la solidarité à l'horizon 2035. Après plus de 8 années de mise en œuvre, il est donc opportun de chercher à savoir dans quelle mesure les actions contenues dans cette stratégie ont été mises en œuvre. Quels sont les premiers résultats obtenus par rapport à ceux attendus et les leçons utiles à retenir? Quels sont les principaux ajustements dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale d'hydraulique pastorale et de son plan d'action qui pourrait favoriser l'atteinte des objectifs fixés? Telles sont quelques-unes des questions sur lesquelles la présente revue devra se pencher. Participent à cet atelier national de 2 jours les cadres centraux et régionaux du ministère de l'Hydraulique, les partenaires techniques et financiers et ONG du secteur de l'eau et de l'assainissement, les chefs traditionnels et représentants des conseils régionaux. Nationaux des pays membres francophones de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sont en renforcement de capacité de 4 jours à l'hôtel Noum de Niamey. C'est le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche qui a lancé les travaux de l'atelier. Compte rendu Aïchatou Mahamadou et Ibrahim Idi. Après Tananarive à Madagascar en 2019, Niamey, la capitale nigérienne, accueille la deuxième formation des experts des centres nationaux des données des pays francophones de l'organisation du traité d'induction complète des essais nucléaires (OTIS), sous le guide de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique (HANEA). L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTIS) a doté plusieurs pays d'Afrique et du monde de centres nationaux de données. Ces centres enregistrent et conservent des données de plusieurs formes, provenant de 321 stations primaires et plusieurs autres stations secondaires, installées à travers le monde entier. Ces données contiennent des informations très utiles qui peuvent être exploitées par nos pays pour en tirer divers profits. Conformément à ces engagements pris à travers la signature puis la ratification du traité, le Niger entend également explorer les opportunités d'amélioration du renforcement de capacités de ces pays, notamment en régime de vérification. L'initiative encourage la création de centres nationaux de données supplémentaires, l'installation de systèmes de renforcement de capacités qu'on appelle Capacity Building System ou CBS, et l'assignation de comptes signataires sécurisés pour les États qui ne l'ont pas encore fait. L'objectif est également de faire avancer le monde dans la voie du désarmement nucléaire sous le contrôle international strict. Pour cela, ces experts passeront à des exercices. Vous serez ainsi initié à l'aide de travaux pratiques
à l'analyse des données de particules avec le logiciel OpenSpectra, l'analyse des données de gaz rare avec le logiciel INSPIRE, à la modélisation du transport atmosphérique MTA avec le logiciel WebGrep, à la détection des radionucléides en utilisant RN Toolkit. 25 pays francophones bénéficieront de ce renforcement de capacité à travers 33 participants qui, à leur tour, feront le relais, ainsi outillés pour accéder aux données du système de surveillance internationale et l'utilisation des produits du Centre international des données. Ouverture ce matin à l'Autonome de Niamey d'un atelier de renforcement de capacité d'utilisation des outils de technologie de l'information et de la communication intique bureautique. Organisé par le Conseil d'État du Niger, l'atelier vise à renforcer les capacités des conseillers, greffiers et du personnel administratif sur les logiciels de traitement des tests Microsoft et sur l'utilisation de l'Internet. Abdelaziz Mahamadou et Lukoga pour plus de précisions. La digitalisation des méthodes de travail et de procédures au Conseil d'État n'est plus une option mais une exigence du moment. C'est conscient de cet état de fait que le Conseil de l'État s'est engagé dans un processus de renforcement des capacités de son personnel afin de réaliser sa vision de la justice qui a besoin de plus de célérité, d'efficacité, de lisibilité et d'accessibilité, précise le premier président de l'institution. En effet, en plus de l'oralité et de l'écrit qui la caractérise, la procédure judiciaire doit désormais compter sur le numérique qui offre un champ de potentialité illimité. Nous avons donc décidé de nous équiper, de nous former, de nous faire conseiller et accompagner. Du reste, la nature transversale de la question des technologies de l'information et de la communication nous oblige à une synergie d'action. D'ores et déjà, nous disposons du minimum d'équipement, d'une connexion Internet et d'une messagerie professionnelle. Nous sommes en train d'installer une plateforme intranet et notre site web sera bientôt opérationnel. L'objectif de cet atelier de renforcement des capacités d'utilisation des outils de technologie de l'information et de la communication bureautique est d'outiller les conseillers, greffiers et personnels administratifs sur le logiciel de traitement des textes Microsoft Office et d'autre part sur l'utilisation de l'Internet. Nous avons promis que 2023 sera l'année du greffe. Elle le sera, Inch'Allah. Ainsi, le greffe du Conseil d'État aura un référentiel dédié qui sera le manuel de procédure de la greffière en chef et de tous les greffiers. Et pour soulager tout le monde, les greffiers comme les usagers du service, une plateforme de gestion électronique des documents y sera adossée. Le reste est une question de temps, de persévérance, de volonté et d'engagement personnel. Je sais que je peux compter sur la disponibilité et l'adhésion de vous tous ou, pour rester raisonnable, du plus grand nombre. Sachez que le bureau du Conseil d'État ici présent attend de vous une participation active et assidue à l'issue de laquelle vous lui soumettrez des recommandations pertinentes qu'il examinera avec attention. 4 jours durant, les participants seront outillés par des experts en nouvelles technologies de l'information et de la communication via des méthodes pédagogiques comme les supports de cours, des exercices individuels et une évaluation de la formation pour sanctionner la rencontre. Poursuite de ce journal, environ 20 acteurs de la société civile venus d'une demi-dizaine de pays sont à Niamey pour examiner les impacts négatifs de la loi 2015 sur la mobilité de l'espace CEDEAO. C'est à l'occasion de la conférence transnationale sur la criminalisation de la migration. Les participants auront aussi à discuter de la suite donnée à la plainte déposée contre l'État du Niger pour un collectif de l'organisation de la société civile. Plus de précisions avec Balima Brema et Abdoulaye Seydou. C'est face aux conséquences négatives, aussi bien économiques que sociales, de l'application de la loi 2015-036 de novembre 2015 sur la criminalisation de la migration qu'un collectif de la société civile a déposé en septembre dernier une plainte auprès de la Cour de la justice de la CEDEAO.
Le collectif veut une annulation ou une modification de cette loi. Aujourd'hui, le dossier est bien avancé selon l'avocat du collectif de la société civile. To yanzu ita karar akwai matakai da ake bi. Mataki na farko shine za ku rubuta. La procédure comporte plusieurs étapes. La première consiste à porter d'abord plainte. La deuxième, porter à la connaissance des accusés la plainte déposée contre eux pour qu'ils puissent apporter leur part d'arguments. Pour le cas de l'État du Niger, il a déjà répondu en avançant ses arguments. Pour notre part, nous avons déjà réagi à la réponse de l'État du Niger. Abubuwan da muke nema ba wanda a ka'idar doka muna da damar da mu za mu ba da martani akan hakan wanda tuntuni mun riga mun ba da martanin mu. La rencontre de Niamey portant sur les impacts négatifs de cette loi sur la libre circulation de l'espèce CEDEAO vise à sensibiliser les différents acteurs venus de plusieurs pays sur les conséquences et les solutions nécessaires à proposer. Aujourd'hui, la région d'Agadez, de manière particulière, pour ne pas dire le Niger en entier, souffre de cette mesure qui a conduit beaucoup de familles, beaucoup de groupes sociaux à ne pas avoir une vraie orientation dans leur vie parce que la migration nourrissait presque toute la population d'Agadez, toute la population du Kawar, toute la population d'Arlit et toute la population d'Ingal. Donc nous, en tant que société civile, on ne devait pas se taire. Si certaines sociétés civiles ne peuvent pas les dire directement, alors nous avons voulu attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale à travers cette conférence. Durant 48 heures, près de 110 participants venus d'Afrique et d'Europe vont discuter sur les conséquences de cette loi et l'appui nécessaire pour aboutir à des résultats plus souple pour le respect des différents textes adoptés par les organisations des États comme la CEDEAO. Pour citer de ce journal, la population nigérienne attend d'un moment à l'autre de connaître le vainqueur des élections présidentielles de 2023 au Nigeria. En attendant, le débat se focalise sur le bilan de Mohamed Buhari dans les rapports de son pays avec le Niger. Selon l'analyste politique Dr Bounti Diallo, les Nigériens ont intérêt à avoir arrivé au pouvoir quelqu'un qui ne ressemble pas au président sortant qui est Mohamed Buhari. Plus de précisions dans ce reportage signé Sidikou Haroun. Après 8 ans au pouvoir, le président Buhari Mohamed s'apprête à son tour à passer la main à son prochain successeur. Si les Nigériens sont dans l'attente de connaître leur prochain président, les voisins du Nigeria, eux, les Nigériens en l'occurrence, sont à l'heure du bilan de la gouvernance du président sortant. Une gouvernance qui a tout l'heure d'avoir joué en défaveur du Niger malgré le rapprochement séculaire entre les deux États. En 1985, quand il est arrivé au pouvoir, il a imposé un embargo au Niger avec des expulsions d'ailleurs. Et de morts d'hommes, surtout à la frontière nigériane là, où ordre a été donné en tout cas aux forces de défense et de sécurité du Nigeria d'abattre tout Nigérien qui tenterait de faire rentrer des denrées alimentaires et autres au Niger. Alors, il y a 2 ou 3 ans là, il a imposé un autre embargo au Niger sans le dire, au point où les régions de Maradi et de Zender sont devenues économiquement des régions sinistrées. Au plan militaire également, il a fallu une coalition des armées pour combattre Boko Haram. Pour Dr Bounti Diallo, l'inefficacité de l'armée nigérienne en la matière a impacté la stabilité sécuritaire de ses voisins et le Niger en particulier. Dans un ancien général, une fois arrivé au pouvoir, il allait pouvoir quand même, il allait mettre fin aux agissements de Boko Haram. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est sous son magistère que le Nigeria aura le plus souffert. On a du mal à comprendre qu'une armée nigériane qui a, dans le passé, imposé la paix en Sierra Leone et au Libéria en envoyant un corps expéditionnaire, que cette armée-là soit incapable de défendre le territoire national. Et au point où, dans certains cas, ce sont les armées du Niger et du Tchad qui reprennent des villes auprès de Boko Haram et demandent à l'armée nigérienne de revenir les réoccuper. Mais malheureusement sans succès, au point où, au bout d'un moment, nos armées quittent les villes et Boko Haram y revient. Maintenant, il est clair que celui qui va le remplacer va hériter d'une situation qui est catastrophique.
s'il y a la paix dans la zone à l'heure actuelle où il y a un semblant de paix, c'est surtout dû à l'effort du Tchad, du Niger et du Cameroun. En tout cas, on ne sent pas la pression de l'armée nigérienne là-bas, au point où moi je me dis que le bilan sur ce plan-là de Boari est un bilan totalement négatif. Pour Dr Bounty Diallo, le Niger a tout intérêt à voir un autre président différent de Boari arrivé au Nigeria. Un président qui agira dans le sens contraire de la gouvernance qui vient de s'achever en ce qu'elle n'a pas répondu aux attentes des populations du pays liées par des liens sécuritaires et socio-économiques exemplaires. À l'occasion du 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, un hommage a été rendu à l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur nigérien Umaru Ganda. Désormais, une statue de lui figure sur l'allée des monstres sacrés du cinéma africain à Ouagadougou. Il se voit ainsi immortalisé auprès de ce père et demeure dans l'histoire de la cinématographie africaine. Compte rendu Ousseina Hassou. Cinéaste nigérien et premier lauréat de l'Étalon d'or de Yenanga en 1972 avec son film Le Oiseau polygame de 50 minutes 16 mm entièrement tourné à Langzarma en 1970 sur le thème polygamie, Omar Ganda remporta le trophée le plus convoité du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. 51 ans après, à l'occasion de la 28e édition du festival, l'illustre acteur du 7e art est honoré avec une statue à son effigie, érigée à la place des cinéastes à Ouagadougou. Les cinéastes, ils ne meurent jamais parce qu'ils survivent grâce à leurs œuvres, grâce à leur production et ils continuent encore d'inspirer les nouvelles générations. On a également procédé à la découverte de la statue de Umaru Ganda, donc, le premier talent de Yenenga, c'est également un moment très important. Ici, sur l'allée des monstres sacrés du cinéma africain. Et là également, je pense que c'était un moment riche en symboles de pouvoir donc découvrir cette statue-là dédiée donc à Umaru Ganda du Niger. Nous avons la chance de voir enfin Umaru Ganda ici, à la place qui convient, celle des artistes. Il a tant honoré, que ce soit celle du Niger, mais aussi celle de l'Afrique, pour tout ce qu'il a eu à faire avant son décès. Donc c'est vraiment une joie pour nous de célébrer aujourd'hui un de nôtres qui nous a quittés, mais qui reste en esprit avec nous et qui reste de par ses œuvres qui vont continuer à vivre même au-delà de nous. Je compte aller au-delà, donner tout ce qu'il faut pour aller toucher le ciel. Et si Umaru Ganda, 51 ans plus tard, n'est pas là, quelque part il y a une inquiétude quant à la reconnaissance de ce que nous faisons. Donc cela démontre clairement qu'il y a un nouveau départ, c'est-à-dire quelque part il y a un retour de l'ascenseur par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc c'est un honneur pour moi de plaider. Né en 1935 à Niamey et décédé le 1er janvier 1981, Omar Ganda avait effectué ses premières études primaires à Niamey avant de s'engager à 17 ans dans le corps expéditionnaire français comme tirailleur. Il joue un petit rôle de Zazouma de Tréville en 1957 après avoir rencontré Jean Rouge, puis le principal rôle de Moi et Noir en 1958. Avec cet hommage rendu au père du cinéaste nigérien, c'est un vide qui vient d'être comblé. C'est en effet une tradition qui a été respectée, celle de permettre aux lauréats du Grand Prix à chaque FESPACO d'avoir une statuette à leur effigie sur la place des cinéastes à Ouagadougou. Une statuette a aussi été dédiée à Semben Ousmane, l'un des grands pionniers du cinéma africain. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 21h, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. D'ici là, bonne suite de nos programmes et bonne soirée à tous.